Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Aligre FM 93.1 et vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. L'émission d'aujourd'hui s'intègre dans la semaine spéciale que la radio consacre au quartier populaire, une thématique qui est déclinée à travers toute la grille et nous allons l'aborder aujourd'hui du point de vue de l'historien. Mon invité aujourd'hui est Thibaut Tellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Rennes. Vous êtes spécialiste des politiques de la ville au XXe siècle et de l'histoire du logement social. Vous venez de publier Histoire de la banlieue aux éditions Perrin, un livre dans lequel vous vous intéressez à ce sujet complexe, aujourd'hui souvent fortement connoté négativement, mais qui a plutôt été synonyme de modernité à ses débuts. Et justement, ma première question concerne le mot banlieue. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'étymologie de ce nom? Quand est-ce qu'il apparaît pour la première fois? Alors écoutez, on va se mettre d'accord, je vais dire, sur une définition, parce qu'il y en existe plusieurs, mais disons que globalement, on peut considérer que ce mot banlieue a été forgé dès le Moyen-Âge finalement, hein, et en fait veut dire tout simplement le lieu sur lequel s'exerce le droit de ban. Le droit de ban étant un droit seigneurial, et donc il l'appliquait sur son propre territoire. Alors, on peut évidemment toujours discuter de la justesse historique de cette définition, mais il n'en reste pas moins que l'idée, c'est quand même qu'il y a une forme de dépendance d'un type de territoire à un autre type de territoire, ce qui pose la question des relations entre la ville-centre et sa périphérie. Est-ce que vous préférez l'employer au singulier ou au pluriel? Parce qu'historiquement, c'était d'abord du singulier, puis le pluriel s'est imposé. Est-ce que vous trouvez que le pluriel rend compte de la complexité du concept qui, comme vous le dites, n'est pas purement géographique? Oui, bien sûr, parce que, alors pour des raisons aussi, je dirais, d'édition, on a choisi de parler de l'histoire de la banlieue parce que je voulais l'appréhender comme un objet historique à part entière, mais qu'y a-t-il réellement de commun entre La Courneuve et Neuilly-sur-Seine, entre Montmorency et Sarcelles, qui sont pourtant distants d'à peine 5 kilomètres. Donc effectivement, le terme banlieue représente un objet d'étude pour les historiens, mais en même temps ne reflète pas forcément l'hétérogénéité de ce que peut être la banlieue. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi employer le mot de banlieue au pluriel. La grande partie de l'analyse dans votre livre concerne la région parisienne, évidemment, mais vous étudiez aussi les grandes métropoles, Lyon au premier chef, mais aussi Toulouse, Lille, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des spécificités liées à la province, c'est-à-dire soit des aménagements territoriaux distincts, ou alors des expérimentations urbaines qui auraient été initiées dans certaines villes de province avant d'être reproduites ailleurs? Alors, pourquoi avoir favorisé la banlieue parisienne? Pour une raison essentielle, c'est que nous sommes encore dans un pays d'esprit jacobin, et de ce point de vue-là, on sait qu'au XIXe siècle, la révolution industrielle impacte très fortement la capitale. C'est-à-dire que tout autour de Paris va se développer une banlieue, donc qui va progressivement remplacer les anciens faubourgs et sur lesquels vont venir s'installer un certain nombre d'industries. En revanche, ce que l'on remarque, c'est que là aussi, mais plutôt à la fin du XIXe siècle, les grandes métropoles régionales, je pense à Lyon en particulier, vont elles aussi progressivement développer des banlieues. Villeurbanne, par exemple, va devenir assez rapidement une banlieue de Lyon en ce qui concerne l'industrie. Mais au fond, il y a quand même deux âges de la banlieue. Il y a un premier âge, c'est celui que je viens de décrire dans le sillon de la première révolution industrielle. Et puis, il y a une sorte de deuxième banlieue qui va surtout se développer après 1945 dans le contexte d'une politique nationale d'aménagement du territoire et qui tend progressivement à faire de Paris pas uniquement l'objet de la croissance économique, ce que un géographe avait décrit dans son ouvrage qui s'appelle Paris et le désert français, et qui a donc eu pour conséquence de permettre à d'autres grandes métropoles de devenir elles aussi des moteurs économiques, d'où des développements d'une seconde banlieue avec ce qu'on a appelé les grands ensembles. Je vous propose justement de revenir successivement sur chacune de ces grandes séquences. D'ailleurs, vous scandez l'histoire de la banlieue en 3 grandes étapes. La première, c'est 1900 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième, c'est les 30 Glorieuses, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, la dernière séquence, c'est depuis grosso modo le milieu des années 1970 jusqu'à nos jours.
Et donc pour commencer, vous rappelez effectivement en introduction que l'une des caractéristiques du 19e siècle en Europe, c'est la croissance urbaine. En France, les chiffres que vous donnez, c'est 25% de taux d'urbanisation en 1851 et on passe à 40% en 1900. Donc vous rappelez qu'au tournant du 20e siècle, l'émergence de la banlieue, c'est vraiment intimement lié à l'essor de l'industrie, c'est ça? Les constructions, elles sont là essentiellement pour permettre d'héberger les ouvriers de ces usines nouvelles. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'urbanisation est la fille de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il y a une véritable vague industrielle qui déferle sur un certain nombre de villes françaises. On a cité Paris, on peut citer Lyon, on pourrait citer Lille, évidemment, il y en a d'autres. Et de ce point de vue-là, très rapidement, les villes se retrouvent confrontées à un double problème. D'abord, un problème de place, c'est-à-dire que progressivement, les espaces susceptibles d'accueillir ces industries, pour une partie polluante, commencent à peiner pour trouver de la place dans les villes-centres, et donc progressivement, on va penser à aller les installer en dehors de la ville. Et la deuxième raison, c'est celle que j'ai évoquée sur le caractère polluant d'un certain nombre d'industries, c'est qu'on va aussi vouloir se débarrasser de ces industries polluantes en les emmenant un peu plus loin en dehors de la ville-centre, parce que considère que ce qu'on commence progressivement à appeler banlieues sont des espaces finalement sans qualité, comme on dit à l'époque, et qui donc peuvent tout à fait accueillir ce type d'industrie dont on veut se débarrasser dans les villes-centres. Vous avez dit que dès cette époque, on assiste à une hétérogénéité de la banlieue que vous qualifiez de mosaïque, c'est votre terme, avec d'un côté les zones pavillonnaires, vous avez cité par exemple Neuilly-sur-Seine, et puis de l'autre les grands ensembles industriels. Et vous écrivez aussi que dès l'origine, cela induit une division selon des marqueurs sociaux. Quelles sont les lignes de division? En fait, les lignes de division, c'est que, alors déjà, il faut savoir que avant même ce qu'on va appeler la banlieue industrielle, il existait une autre banlieue qu'on appelle parfois banlieue résidentielle, banlieue de villégiature, banlieue verte également, qui vient en opposition avec la banlieue noire censée être caractérisée par l'industrie. Dès le 18e, on voit évidemment autour de Paris, par exemple, des nobles, mais aussi des bourgeois qui vont se faire construire des petits châteaux qu'on appelle parfois des folies et qui ont pour vocation de les accueillir le temps d'un week-end, parfois d'un week-end ou d'un séjour prolongé, dans un cadre effectivement plutôt bien préservé, même si l'industrie n'est pas encore développée au 18e, mais on se plaît à quitter Paris, qui a déjà une réputation d'être une trop grande ville, où on circule mal, par exemple, et donc on va se chercher des havres de paix en dehors de la capitale. Donc cette banlieue, elle a toujours existé, si on peut dire ça comme ça, en tout cas sous l'Ancien Régime, et elle va se maintenir au 19e siècle. Et vous avez donc comme ça des poches résidentielles autour d'une banlieue qui est en pleine agitation industrielle. Donc les marqueurs sont des marqueurs sociaux, effectivement. Ces banlieues résidentielles sont généralement épargnées par l'industrialisation, donc par les pollutions qui en sont parfois les conséquences. Et de ce point de vue-là, on note par exemple que des villes comme Chantilly, par exemple, sont vraiment des banlieues résidentielles. La Première Guerre mondiale va jouer un rôle d'accélérateur dans l'implantation d'usines et achever ce qu'on appelle la seconde révolution industrielle. Et donc, l'une des problématiques majeures que vous identifiez dans l'entre-deux-guerres, c'est que maintenant, il faut administrer ce tissu urbain qui acquiert une reconnaissance politique, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, au fond, pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire en gros jusqu'au début de la Troisième République, on considère que ces espaces ne sont, comme je le disais, sont des espaces privés de qualité. Donc finalement, on peut s'y installer, il n'y a pas de codification urbanistique, donc globalement on fait un peu ce qu'on veut. Généralement, ce sont encore des petits villages qui, par contre, disposent d'un foncier important, mais qui ne sont pas en capacité, je dirais, pour l'essentiel, de s'opposer à ces implantations industrielles. À partir de 1884 et de la loi municipale, les choses vont évoluer. C'est-à-dire que désormais, on n'a plus de maires qui sont nommés par les préfets, mais des maires qui sont élus au suffrage universel. Ce qui veut dire que désormais, ils ont une légitimité, ces maires, ils ont une légitimité qui leur vient du suffrage universel. Et donc, on va commencer progressivement à voir apparaître des municipalités qui vont proposer des programmes d'aménagement, sachant que
on revient ici au cas parisien, va progressivement s'installer, non pas encore ce qu'on va appeler une banlieue rouge, là on est plutôt dans l'entre-deux-guerres, mais une banlieue tenue par des municipalités ouvrières, comme on disait à l'époque, donc c'est-à-dire en gros par des maires de gauche qui entendent encadrer au moins cette expansion industrielle. Vous écrivez, Thibaut Tellier, et je vous cite, c'est que durant l'entre-deux-guerres, il y a une forte adéquation qui unit les lieux de travail et de résidence, en raison notamment de la hausse du salariat qui fixe durablement l'ouvrier à son lieu de travail. Et donc ça, la conséquence, c'est quoi? C'est que la politique du logement, elle devient aussi un élément déterminant des politiques municipales, non? Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, 10 ans après l'élection des maires au suffrage universel, on a la loi sur les habitations à bon marché, qui est vraiment la première loi en France qui va tenter, je suis prudent dans les termes, qui va tenter d'esquisser une politique nationale du logement. Quand je dis que je suis prudent, c'est qu'en réalité, ce n'est pas l'État qui va contribuer directement à la construction de logements pour les classes modestes, mais plutôt va autoriser la Caisse des dépôts à prêter de l'argent aux municipalités désireuses de construire à des taux bonifiés. Et donc, de ce point de vue-là, la question du logement devient une sorte, je dirais, de bataille pour les municipalités, c'est-à-dire effectivement répondre à la crise du logement, répondre à la lutte contre le mal logement, qui sont quand même des problèmes endémiques en France à la fin du 19e et encore évidemment au début du 20e siècle. Donc cette politique des habitations à bon marché a vocation quelque part à transformer en profondeur ces villes de banlieue, ces villes ouvrières de banlieue. Cette loi de programmation des habitations de bon marché, on peut le rappeler, c'est 1928, hein. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord effectivement cette loi de 1894, mais bon an, mal an, on va pas construire grand-chose avant la Première Guerre mondiale, tout simplement parce que il faut que d'abord les prêts soient accordés, c'est assez long. Après, il faut fonder les sociétés locales d'habitation à bon marché. Et enfin, et c'est sans doute peut-être la question la plus difficile à traiter, il faut trouver le foncier aussi. Bon. Donc tout ça fait que ça prend énormément de temps, et donc c'est surtout après la Première Guerre mondiale que cette politique des HBM va réellement se développer, hein, alors avec de très beaux exemples dans un certain nombre de villes françaises. Et la loi à laquelle vous faites allusion, c'est la loi de 1928, qui on appelle aussi d'ailleurs la loi Loucheur, du nom du ministre à l'époque de la prévoyance sociale, qui va pour la première fois mettre en place une loi de programmation, c'est-à-dire que théoriquement l'État s'engage sur 5 ans pour réaliser au moins favoriser la construction de 200 000 logements. Bon, cette loi, en réalité, elle va pas aller jusqu'à son terme parce que tout simplement va arriver la crise économique de 1929 qui frappe la France plutôt en 1931, mais il n'en reste pas moins que cette loi va être dévitalisée ensuite par l'effort d'armement, et donc une partie de l'argent public va partir dans l'armement au détriment de ce type de logement. À côté de la question du logement, où se loger, il y a la question du comment se loger, hein. C'est celle de la question du cadre de vie qui va s'affirmer aussi dans l'entre-deux-guerres. Et il s'agit en fait de créer un espace de vie pour ces nouveaux habitants qui, à l'époque, aspirent à la modernité. Et vous donnez un exemple sur lequel vous revenez évidemment à plusieurs reprises, sur les municipalités qui sont dirigées par les communistes, hein. Dans ce qu'on a appelé en banlieue parisienne la banlieue rouge ou la ceinture rouge qui entoure Paris. Quelles sont les spécificités du gestion municipale, de ce communisme municipal en fait? En fait, les spécificités de cette gestion. Alors effectivement, on met derrière le terme de banlieue rouge généralement les villes communistes, donc celles qui sont conquises par le parti communiste après sa création au lendemain du congrès de Tours en 1920, mais il faut aussi y associer les municipalités socialistes qui en fait n'ont pas rejoint le PC après la scission de la SFIO, mais qui ont globalement, alors sans doute avec un peu moins d'idéologie, à peu près la même ambition. Cette ambition, c'est quoi? Eh bien, c'est de permettre aux classes populaires d'avoir accès à la modernité sociale, comme c'était le cas pour les classes bourgeoises. Donc, il y a une véritable ambition politique, hein. Donc effectivement, ce que je disais, c'est les habitations à bon marché, c'est une
possibilité donc de trouver enfin un logement digne de ce nom. Il faut quand même savoir que l'insalubrité était quand même quelque chose qui caractérisait fortement le logement français encore à cette époque-là. Par exemple, la privation de l'eau courante, l'inexistence de salles de bain, etc. Et on voit aussi que ces municipalités, on va les appeler ouvrières, ont aussi pour ambition de développer la vie sociale. C'est-à-dire ce qu'on voit très bien dès cette époque de l'après-Première Guerre mondiale, c'est que, et je pense que c'est encore une problématique pour aujourd'hui, c'est que cette politique urbaine inédite repose bien sur deux éléments. Un premier élément qui est plutôt d'ordre urbanistique et qui concerne effectivement la construction de logements neufs et en même temps la réalisation d'équipements sociaux ou socio-culturels. Alors je vais prendre un exemple, l'exemple de Suresnes, par exemple, dont le maire se trouve être Henri Sellier, qui précisément est resté à la SFIO, qui préside également le Conseil général de la Seine. Le Conseil général de la Seine est globalement l'équivalent, aujourd'hui à peu de choses près, des 3 départements limitrophes de Paris, à savoir les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Donc un grand département. Et Henri Sellier non seulement fait construire sur son territoire de Suresnes des habitations à bon marché, mais va aussi, par exemple, faire construire une piscine, va faire construire également un gymnase, un théâtre. Voilà, donc c'est l'idée qu'il y a une vie urbaine qui doit s'instaurer, à la fois par le logement, mais aussi par les équipements collectifs. Vous venez de parler là des structures que les municipalités communistes mettent en place. Il y a un autre pôle qui entre en concurrence peut-être avec le modèle communiste pour encadrer les corps et les esprits, c'est celui du catholicisme. Comment est-ce que les églises, enfin l'Église catholique en l'occurrence, réagit? Comment est-ce qu'elle maille le territoire? Est-ce que géographiquement ce sont les mêmes communes qui ont des équipements communistes et catholiques, ou est-ce que vraiment il y a aussi là une ligne de séparation entre les deux? Alors on a des municipalités communistes, donc le nom estampillé comme tel. On n'a pas de municipalité catholique telle quelle. Puisqu'il y a quand même la séparation de l'Église et de l'État qui est passée par là en 1905, mais on peut avoir effectivement des municipalités dont la sensibilité est proche des milieux catholiques. Alors, dans un premier temps, l'Église a quand même constaté cette, ce qu'on pourrait presque appeler une sorte de déversement urbain. Le terme américain est plus joli, c'est urban sprawl, donc c'est vraiment l'idée d'une vague urbaine qu'on reçoit en pleine figure. Donc ils ont mis du temps à comprendre. D'ailleurs, le premier grand texte, c'est l'encyclique pontificale De Rerum Novarum au sujet des choses nouvelles de 1891, et qui fait un peu, je dirais, l'analyse de l'Église sur la révolution industrielle. Donc il y a quand même ce pendant du catholicisme social qui va sortir de cette encyclique, mais il faudra quand même un peu de temps avant que ça se diffuse au niveau local. Mais on voit quand même que dans l'entre-deux-guerres, il y a un mouvement qui est en train de se développer. Alors, il y a notamment un prêtre qui s'appelle le Père Land, et le Père Land va écrire un livre en 1927 qui s'appelle Le Christ dans la banlieue, et dont précisément, je pense que le titre est tout à fait évocateur. L'idée, c'est quoi? Ben, c'est qu'il faut partir ou repartir à la conquête de ces territoires qui ont été un peu trop à son goût, mais il n'est pas le seul, laissés au Parti communiste. Donc on voit bien comment la banlieue ouvrière devient une sorte de lieu de combat entre, d'un côté, effectivement, le Parti communiste qui tente d'en faire une sorte de préfiguration du monde communiste, et puis d'autre part, un certain nombre de catholiques qui vont décider de partir à l'assaut de cette banlieue. Donc on va avoir, alors comment ça se concrétise? Ça se concrétise par exemple par la création de nouvelles églises, et ça se concrétise également par exemple par la diffusion des patronages, parce que quand même, dans les objectifs qu'ont les communistes, mais aussi les catholiques, c'est de cibler, entre guillemets, les plus jeunes, et donc de tenter quelque part de recueillir pas encore leurs suffrages électoraux, mais en tout cas leur soutien. Donc il y a une lutte parfois un peu acharnée, par exemple, donc je vous disais, par les patronages, par les colonies de vacances également, où chaque camp tente de capter à son profit les plus jeunes des banlieusards. Passons maintenant à la deuxième étape, la deuxième grande séquence que vous identifiez, c'est celle qui commence donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme qui voit le jour en octobre 1944. Quel est l'état de la banlieue à ce moment-là? Est-ce qu'elle est toujours un territoire déclassé, déshérité? Est-ce qu'elle prend de l'importance dans le relèvement du pays? Quelle est sa perception? Alors, globalement, si on prend une photo à l'instant T, on va dire 1945, au moment où est
constituer le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, qui sera dédié d'ailleurs à un grand commis de l'État qui s'appelait Raoul Dautry. On peut considérer que cette photo à l'instant T pourrait ressembler au grand égard à ce qu'était la banlieue au 19e siècle. C'est-à-dire qu'en gros, elle n'a pas beaucoup évolué. Alors, il y a eu quelques opérations un peu symboliques. Je pensais notamment à l'instant à l'exemple donc de Suresnes. Si on se décentre un peu de Paris, on pourrait considérer que Villeurbanne, avec son quartier des gratte-ciel, a été aussi une sorte de vitrine de cette banlieue modernisatrice. Mais pour autant, on a encore extraordinairement de territoires de banlieue qui sont quelque peu figés au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la grande différence avec la Première Guerre mondiale, en fait, elles sont de deux ordres. Première grande différence, c'est que cette fois, c'est l'ensemble du territoire national qui a été touché par les destructions de guerre. Il faut quand même se souvenir que la Première Guerre mondiale avait laissé exsangue à peu près une dizaine de départements. Je pense au Pas-de-Calais, au Nord, à la Somme, etc. Bref, dans l'Est également. Mais pour autant, des régions entières n'avaient pas été touchées par les bombardements. Cette fois, c'est l'ensemble du territoire national qui est visé, donc on pourrait imaginer d'avoir une politique de reconstruction beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus nationale. Et puis la deuxième raison qui procède de la première, c'est que désormais, on entre dans ce qu'on va appeler plus tard l'État-providence, et que cet État-providence va se doter d'outils extrêmement à la fois ambitieux et coercitifs. Je pense au Commissariat général au plan, et vous avez donc d'autres outils qui vont permettre, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme en est un autre, vont permettre effectivement de relever le pays assez rapidement. Et donc c'est à partir de là que l'on réfléchit à une politique nationale de reconstruction dans laquelle les banlieues vont être intégrées. Pour une raison assez facile à comprendre, c'est que si on veut développer, ça on est plutôt au début des années 50, mais si on veut développer une nouvelle politique qui est susceptible de répondre aux trois grands enjeux du moment, à savoir la reconstruction due à la guerre, le baby-boom qui démultiplie le besoin de logement. Et puis enfin, la troisième raison, c'est de faire entrer la France dans la modernité sociale. Eh bien, il faut des espaces fonciers. Or, les villes sont généralement saturées, donc on va commencer à regarder du côté des banlieues, où là encore, on a énormément de foncier. Pensons par exemple au premier grand ensemble qui va être construit à Sarcelles. Pourquoi Sarcelles ? Parce que ce petit village à peine 4000 habitants, eh bien, dispose d'énormes réserves foncières qui vont fortement intéresser à partir de 1954-55 la Caisse des dépôts. Je vais reprendre des chiffres que vous donnez pour montrer un peu une photographie de l'état du logement au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Vous écrivez que 70% des logements ne sont dotés que de l'eau et de l'électricité. Et si on s'intéresse aux immeubles qui disposent de toutes les commodités, c'est-à-dire l'eau courante, l'électricité, le gaz, le chauffage central et tout à l'égout, on tombe à 5% seulement des immeubles. Donc les grands axes d'aménagement du territoire, c'est quoi ? C'est construire vite et beaucoup ? Alors c'est construire vite et beaucoup, tout à fait, puisque là je citais à l'instant le Commissariat général au plan, qui fait des statistiques et qui montre très rapidement, c'est-à-dire quasiment dès les années 48-49, que l'on construit en France à peine 75 000, 80 000 logements par an, là où il en faudrait au moins 300 000 par an. Donc vous imaginez le gap entre les deux chiffres. Donc très rapidement, on comprend que ce qui globalement était quand même la volonté des pouvoirs publics, à savoir construire du pavillonnaire de manière, on va dire, raisonnée, devient quelque peu trop faible pour répondre à la demande. Donc il faut passer à une politique plus coercitive. Cette politique plus coercitive, ça va être la politique des grands ensembles qui va permettre de démultiplier l'effort de construction. Politique qui a fonctionné, puisque au terme des 30 Glorieuses, on est en 75, et bien en 1975, on construit quasiment 500 000 logements en France. Je rappelle qu'aujourd'hui, on en construit à peine 220 000. Donc cette politique, elle a été, du point de vue quantitatif, réalisée. En revanche, évidemment, on peut discuter de l'aspect qualitatif. Quel est le revers de la médaille, justement? Parce que bon, il y a beaucoup de constructions, même des rénovations, mais vous montrez, par exemple, que ces grands ensembles, très souvent, ils restent à l'écart des grands flux urbains. Ils sont notamment mal desservis par les transports publics. Donc, quels sont les remaniements sociologiques que l'on voit à cette époque dans les habitations? Si vous voulez, le problème, c'est que c'est un peu toujours le même problème aujourd'hui, ce qu'on appelle la définition du projet urbain. C'est-à-dire que généralement, dans les années 50, on vise surtout l'efficience,
France en matière de construction de logements. Mais on ne voit pas forcément toujours, même si la question elle est sous-jacente, on ne voit pas toujours l'impact, notamment des besoins en matière routière, en matière ferroviaire, bref, tout ce qui doit articuler ce projet urbain. Je prends un exemple, je reprends mon exemple de Sarcelles. Sarcelles, à l'époque, on est à peine à une vingtaine de kilomètres vol d'oiseau de Paris, il faut plus d'une heure pour se rendre sur Paris, parce que les trains sont saturés, parce que c'est les trains de banlieue. Bref, on n'a pas du tout le réseau qui va permettre effectivement de fluidifier cette politique du logement. Je rappelle que le périphérique n'arrive que dans les années 70, que les RER, le plan de RER n'arrive lui aussi que dans les années 1970. Donc toute cette logistique arrive un peu tardivement et pose quand même des problèmes, c'est-à-dire qu'elle isole quelque part ces nouveaux banlieusards venus tenter leur chance dans ces grands ensembles qui, quand même, apparaissent effectivement comme une promesse de cette société de consommation qui est en train de se développer en France. Est-ce qu'en parallèle de ces grands ensembles, on assiste aussi au retour au développement de la maison individuelle? Est-ce que les deux vont de Alors pair? non, quelque part, ça va s'enchevêtrer. C'est-à-dire que globalement, le choix qui est fait, comme je le disais, à partir de 55 par les pouvoirs publics, c'est la politique des grands ensembles. Donc on construit du collectif à grande échelle et on va d'ailleurs là aussi inventer des outils qui vont permettre d'accélérer la cadence, puisque en 1958 est pris une nouvelle loi sur les zones à urbaniser en priorité, les fameuses ZUP, qui stipule que désormais, pour qu'une ville obtienne des crédits de la part de l'État, il lui faudra présenter des opérations d'au moins 500 logements, mais en une seule et même fois. Ce qui veut dire que si vous faites des opérations d'au moins 500 logements, on est plutôt proche du millier en réalité, assez rapidement, vous avez des opérations qui, sur le plan démographique, se traduisent par plusieurs milliers d'habitants supplémentaires qui arrivent quasiment en même temps. Bon, ce qui demande quand même une gestion sociale relativement bien organisée. Cette politique globalement des ZUP, elle va aller bon an mal an jusqu'au milieu des années 60. Et on peut le dater assez facilement, le tournant, c'est 1965, puisque vous allez avoir une exposition organisée par les pouvoirs publics eux-mêmes, qui s'appelle d'ailleurs Village Expo. Bon, je pense que le terme parle de lui-même, c'est-à-dire qu'au fond, on va proposer aux Français une autre politique. Alors, on va toujours rester en banlieue, c'est-à-dire que cette autre politique, c'est le pavillonnaire. Alors, en fait, c'est assez logique ce choix, parce qu'on pourrait parler de revirement de l'État, etc. Il faut quand même savoir, d'une part, c'est que l'État, je dirais, a toujours choisi la politique des grands ensembles comme une politique de pis-aller, c'est-à-dire effectivement, voyant que la crise du logement ne pouvait pas être résolue avec des moyens dédiés aux pavillonnaires, donc quelque part, on a pris, entre guillemets, son mal en patience, et donc on a développé cette politique des grands ensembles, mais l'idée, c'était que ces grands ensembles devaient permettre à des familles d'être accueillies dans de meilleures conditions que celles qui étaient les leurs jusqu'alors, mais sous forme de roulement. Ce que je veux dire par là, c'est que ces familles qui arrivent généralement avec des enfants en bas âge dans les grands ensembles n'ont pas vocation à y rester. Donc, quelque part, on y reste quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans grand maximum, le temps d'épargner un peu, et ensuite de laisser la place à d'autres qui arriveront du logement insalubre, etc., etc. Donc c'est un peu un jeu de domino ou de chaise musicale, si vous préférez. Et donc cette exposition Village Expo, eh bien, c'est de proposer à ceux qui venaient d'arriver qui étaient arrivés quelques années plus tôt dans les grands ensembles, de céder la place et donc tout simplement d'être attirés par ces fameux pavillons. Mais on reste en banlieue. Simplement, la banlieue, elle va s'étendre. Donc on avait une banlieue qui globalement, si je reprends l'exemple de la région parisienne, s'étendait plutôt sur ce que je disais tout à l'heure sur le département de la Seine. Eh bien là, on voit progressivement que de nouveaux territoires de banlieue vont être investis. Ça va nous emmener, par exemple, du côté de la Seine-et-Marne ou voire du côté des Yvelines, par exemple. On voit que cette banlieue, c'est un peu comme une tache d'huile, mais vous allez avoir, pour être schématique, un noyau ancien, des villes anciennes, ensuite une première ceinture, plutôt habitat, ouvrier, 19e et grand ensemble, et puis une deuxième ceinture plutôt pavillonnaire qui se veut plutôt à vocation résidentielle.
Cette politique des grands ensembles, elle se termine officiellement en France en 1973. Il y a une circulaire qui est promulguée. Je n'ai pas parfaitement compris pourquoi elle se termine. Est-ce que c'est parce que les besoins sont considérés comme remplis, ou est-ce que on voit que en fait cette politique mène aussi à des problèmes et on décide de changer de mode d'action publique? C'est pas très clair pour moi pourquoi au milieu des années 70 on dit on Alors, arrête il y les a grands plusieurs raisons. ensembles. La première, je vous ferai observer que c'est assez rare en France où officiellement on arrête une politique publique. C'est-à-dire qu'on a plutôt Mmh. tendance en France à laisser entre guillemets mourir une politique, mais sans jamais dire qu'on l'arrête officiellement. Bon, là on a quand même un cas assez inédit où le ministre de l'époque de l'équipement qui s'appelle Olivier Guichard prend effectivement une circulaire ministérielle et prend le temps de réfléchir à la raison pour laquelle on arrête cette politique. Alors, effectivement, il y a plusieurs raisons. La première raison, elle est d'ordre quantitatif, c'est-à-dire qu'on considère au milieu des années 1970 que globalement la crise du logement est terminée et que l'État a rempli sa mission avec la politique des grands ensembles. Bon, c'est plutôt vrai, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, dans la mesure où il reste encore des poches de pauvreté. Et en 73, on n'a pas encore, par exemple, tout à fait éradiqué les bidonvilles, par exemple. Bon. Il y a une deuxième raison qui est plutôt là pour le coup d'ordre qualitatif, c'est que on considère à partir de la fin des années 60 que ce modèle des grands ensembles apparaît quelque peu périmé, à la fois pour des raisons, je dirais, de gouvernance urbaine, à savoir qu'on trouve quand même le modèle un peu autoritaire. Il faut quand même se souvenir que cette politique des grands ensembles, elle était extrêmement descendante. C'est-à-dire que même les plans masse des grands ensembles étaient décidés à Paris et ensuite s'appliquaient au niveau local. Mais les municipalités n'avaient quasiment rien à dire concernant l'organisation de ces grands ensembles. Bien. Et donc, à la fin des années 60, on commence à hésiter, à réfléchir à ce modèle dont on n'a jamais, je le rappelle, été totalement convaincu. Il faut savoir aussi que mai 68 est passé par là, avec des slogans comme non aux villes bidons, non aux bidonvilles. Hein. Donc il y avait vraiment la dénonciation à la fois des bidonvilles, mais aussi de ces villes entre guillemets bidons, c'est-à-dire en fait des villes artificielles qui ont été construites de manière un peu autoritaire. Donc on réfléchit à une sorte de contre-modèle, en tout cas on va le présenter comme un contre-modèle, et ce contre-modèle, eh bien, il est présent en France dès les années 65-66, c'est ce qu'on va appeler les villes nouvelles. Ces villes nouvelles sont présentées, alors après, en tant qu'historien, on peut en débattre, mais elles sont présentées à l'époque comme des anti-grands ensembles. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on explique, c'est qu'il y a eu un certain nombre de ratages dans les grands ensembles, notamment sur le manque de vie sociale, sur le manque d'espace vert, etc., qui caractérisait les grands ensembles. Donc là, l'idée, c'est que, au contraire, les villes nouvelles vont apparaître effectivement comme des villes beaucoup plus équilibrées. C'est aussi de la part des pouvoirs publics l'idée qu'au travers de ces villes nouvelles, on va pouvoir intégrer les habitants de manière beaucoup plus entière, notamment autour de tout ce qui touche à la participation des habitants. Donc, il y a un revirement culturel qui s'opère à la fin des années 60, et donc l'État lui-même considère finalement que ce modèle des grands ensembles est à la fois, je dirais, périmé, mais n'est plus, je dirais, souhaitable. Puis enfin, il y a quand même une dernière raison pour expliquer cette circulaire, c'est que on est en 73, le choc pétrolier vient d'avoir lieu, on commence quand même à toucher, alors on le dit pas comme ça évidemment, mais on commence quand même à toucher un peu à la fin du modèle d'expansion sans fin. Bien. Et donc on considère aussi que ces grands ensembles sont quelque peu le témoignage d'une espèce d'expansion non maîtrisée qui permettait de justifier tous les excès. On va penser à quelque chose de plus tempéré. Et puis il y a aussi la question des deniers publics, c'est-à-dire que, alors à l'époque c'est pas Bercy, mais c'est encore le ministère des Finances se trouve encore au Louvre, mais considère quand même, à juste titre d'ailleurs, que c'est une politique onéreuse. Et donc l'idée, c'est aussi quelque part de recentrer l'action publique de l'État sur les catégories sociales les plus modestes et de permettre aux autres, donc ces fameuses petites classes moyennes qui peuplaient les grands ensembles, ce que le sociologue Alain Touraine appelait la société petite bourgeoise, eh bien, quelque part, d'aller tenter sa chance ailleurs dans le pavillonnaire, mais en partie sur des constructions réalisées par des organismes privés et non plus par des organismes publics comme la Caisse des dépôts. Donc, vous voyez, toutes ces idées
explique pourquoi en 73 on change de modèle urbain. On change de modèle urbain et justement, on rentre donc dans la troisième grande séquence que vous identifiez, qui court jusqu'à nos jours, qui est aussi celle d'une crise que traverse non seulement la banlieue, mais aussi tout le pays. Le premier chapitre s'appelle La banlieue malgré elle. Donc c'est joliment intitulé, mais que voulez-vous dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que à partir de, oui, c'est même avant la circulaire Guichard, en fait, il y a eu un événement qui a beaucoup marqué les esprits. On est en 71 à la Courneuve. Alors la Courneuve est un peu, je dirais, le symbole précisément de l'échec de la politique des grands ensembles. D'ailleurs, j'en ai fait un livre qui est paru aussi cette année, qui s'appelle L'enfant de la Courneuve et qui raconte le meurtre d'un jeune enfant qui habitait la cité des 4000, qui avait 9 ans, qui s'est fait tuer par un voisin excédé par le bruit. C'est paru chez Michalon. Je me permets d'en parler, c'est parce qu'il y a vraiment un lien très fort avec ce livre sur l'histoire de la banlieue, puisque c'est précisément avant l'assassinat de Toufik Ouanès en 83, déjà la Courneuve en 71 qui défraie la chronique, puisque là, un autre jeune, un peu plus vieux, celui-là avait 17 ans, est tué par un tenancier de bar, qui s'appelait le Narval, le bar. Et ça va déclencher une nouvelle opération médiatique contre les grands ensembles. Les dossiers de l'écran vont faire une émission spéciale sur le mal des grands ensembles, etc., etc. Et donc on se dit, on a loupé quelque chose et donc il faut mettre en place une nouvelle politique qui est censée corriger les défauts des grands ensembles. Et cette politique censée corriger les difficultés de la vie dans les grands ensembles va s'intituler en 73 Habitat et vie sociale. Le titre est tout à fait limpide, hein. C'est-à-dire que c'est un dispositif créé par le ministère de l'Équipement qui a vocation à corriger une partie des malfaçons du cadre bâti. Ça, c'est plutôt le volet habitat. Et l'autre volet, c'est essayer de développer la vie sociale par cette politique, effectivement, ce qui s'appelle tout simplement vie sociale. Alors pourquoi la banlieue malgré elle ? Eh bien parce que j'estime que à partir de ce qui n'est pas encore officiellement la politique de la ville, en fait, la politique de la ville, le terme va être institutionnalisé seulement à partir de 88. Mais globalement, on est dans ce que j'appelle l'invention de la politique de la ville. Et donc, à partir de là, on voit comment cette banlieue va devenir, en fait, l'objet principal des politiques publiques. C'est-à-dire que quelque part, elle devient un objet de politique publique. C'est pour ça que j'ai employé ce mot de malgré elle, parce que quelque part, on se pose la question de savoir si, au fond, elle peut avoir son propre développement ou si elle n'est pas assujettie à un certain nombre de spécificité, puisque encore aujourd'hui, la politique de la ville n'est pas une politique de droit commun, c'est une politique dite exceptionnelle. Alors, c'est une exception qui dure, puisqu'elle a maintenant 50 ans, mais on voit comment cette banlieue ex-ouvrière, ou en voie de désindustrialisation pour une partie d'entre elles, eh bien, a été encadrée, pilotée par des dispositifs d'action publique. Contrairement à d'autres territoires qui ont, je dirais, une évolution plus libre. Donc il y a toujours de la réhabilitation du cadre bâti, enfin les destructions de bars, les rénovations, des nouvelles constructions. Mais donc l'élément nouveau, c'est quoi ? C'est en fait l'accent qui est mis sur le développement de la vie sociale, c'est ça, à travers un tissu associatif local qui n'existait pas avant. Alors il y a deux choses. La première, attention sur la question des destructions, parce que la question des destructions, c'est une question qui va commencer à agiter le milieu des pouvoirs publics au milieu des années 70, avec en particulier un document tout à fait éclairant dû à Robert Lyon, qui avait été le directeur de la construction jusque 74, qui était passé à l'Union nationale des HLM comme délégué général et qui en 75 publie sous son autorité, pendant une étude essentielle qui s'appelle le livre blanc des HLM, qui propose en fait une réorientation des politiques sociales du logement en France et qui pose la question éventuellement du début de la destruction d'un certain nombre de grands ensembles. Et là, on va retrouver un peu la logique financière de Bercy, encore une fois, avant que ça soit Bercy, qui est de dire, attention, on n'a pas rentabilisé. C'est-à-dire qu'en gros, le seuil de rentabilisation de ces grands ensembles était fixé à 30 ans. Donc, si vous faites le calcul, Sarcelles, c'est 55, et c'est le premier, donc ça nous amenait plutôt en 85. Donc, l'idée de les détruire était quand même considérée comme une hérésie par un certain nombre de financiers de l'État, dans la mesure où on les avait pas encore amortis. Bien. Donc cette question des destructions, elle va cheminer que progressivement dans les esprits. Il faut attendre le début des années 80 pour que globalement on commence progressivement à
utiliser cette arme de destruction. Pour l'instant, on est plutôt, moi il me semble, c'est plutôt une correction ou plutôt l'achèvement de la ville des 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'en fait, ce dispositif habitat et vie sociale a surtout pour but de finaliser effectivement ce qu'on aurait dû faire en termes d'équipement et que l'on n'a pas réalisé pour diverses raisons et notamment financières. Bien. Pour autant, il y avait un tissu associatif, mais ce tissu associatif, il faut être clair, il s'est épuisé dans les années 70. Pourquoi il s'est épuisé dans les années 70? Eh bien parce que ce qu'on pourrait appeler les forces militantes qui vivaient dans ces grands ensembles dans les années 60 et qui étaient pour une partie des gens qui appartenaient au PSU, le Parti socialiste unifié, qui étaient proches des milieux, effectivement, de ce qu'on appelle pas encore la démocratie participative, mais l'idée y est déjà, étaient donc des militants extrêmement actifs. Mais une partie d'entre eux sont partis. Et sont partis où? Dans le pavillonnaire. Et les nouvelles populations qui sont arrivées, qui sont pour une partie d'origine immigrée dans les années 70, sont des populations qui sont moins, entre guillemets, investies sur le militantisme. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu, entre guillemets, de passation de pouvoir entre les anciens militants et ceux qui auraient pu être appelés à jouer ce rôle de militant. Et comme on est dans une période où l'argent public commence progressivement à devenir moins important, on a rogné, comme souvent, sur les dépenses sociales, et donc il y a un peu un déficit d'encadrement. Bon, sachant que là aussi, l'État a sa part de responsabilité puisque il a veillé dès 1960 à ce que ces grands ensembles soient dotés d'équipements, c'est ce qu'on appelle la politique des mètres carrés sociaux. En d'autres termes, ça veut dire concrètement que quand vous construisiez 100 mètres carrés de logement, vous deviez, quand vous étiez promoteur, construire 10 mètres carrés de bâtiments à usage social. C'est pas très compliqué en soi parce qu'il suffit de rajouter un peu de béton, clac, on coule et ça fait une pièce qu'on va appeler généralement les LCR, locaux collectifs résidentiels. Ça, c'est l'investissement. Mais ensuite, comment on fait vivre ces équipements? Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils ont été pour la plupart d'entre eux rétrocédés aux municipalités qui se sont retrouvés avec ces équipements à gérer et pas la manne financière qui allait avec. Vous allez me dire, de ce point de vue-là, il y a quand même des choses qui ressemblent étrangement à notre situation actuelle. Bon, voilà. Donc, vous voulez, dans les années 70, les municipalités sont un peu en difficulté pour faire vivre ces équipements. Donc, on tente encore de mobiliser des bénévoles, mais de plus en plus, on imagine tout simplement utiliser des animateurs pour gérer, accompagner les habitants dans ces équipements socio-culturels. Alors, il y a autre chose aussi qui nous rappelle la situation actuelle. On a parlé juste avant des 2 événements tragiques qui sont survenus dans la cité des 4000 à La Courneuve en 71 et 83. Donc, ces 2 enfants et adolescents qui ont été abattus. C'est aussi les accès de violence et de criminalité qu'on voit aussi, alors, en tout cas, apparaître et croître depuis cette période-là. Alors, comment on l'explique? Comment on l'explique ça? D'abord, il faut quand même tordre le cou à une idée reçue, c'est que on n'a pas attendu les années 80 et surtout 90 pour avoir des violences urbaines. Vous avez raison, il y a les blousons noirs. Alors c'est très drôle d'ailleurs cette question des blousons noirs parce que on la présente à l'époque comme, je reviens à mon expression, du mal des grands ensembles. Or il faut quand même savoir que à l'origine de ce mouvement des blousons noirs qui va saisir la France au début des années 60, c'est en fait une rixe qui a eu lieu dans le square Saint-Lambert, qui est en fait dans le 15e arrondissement de Paris. Donc, vous voyez comment quelque chose qui était parisien au départ, c'est exporté dans la banlieue. Vous avez un auteur qui s'appelait Michel de Saint-Pierre qui explique savamment à qui veut l'entendre que la banlieue est plutôt que la banlieue des grands ensembles est une fabrique à blousons noirs. Donc il y a aussi la question des représentations sociales. Et on voit ici et là que oui, il y a quand même des phénomènes comme ça, un peu de violence caractérisée. On voit par exemple qu'il y a quelques voitures qui brûlent ici et là dans certains grands ensembles. Il se passe parfois des choses un peu violentes dans les caves, notamment, etc., etc. Mais globalement, ça reste maîtrisé. Par contre, là où ça devient véritablement un phénomène qui va saisir l'opinion publique française, c'est à la fin des années 70, lorsque les Français découvrent, par exemple, que dans l'Est lyonnais, à Villeurbanne, mais surtout à Vaux-en-Velin et à Vénissieux, il y a ce qu'on appelle les rodéos urbains. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des jeunes qui généralement ont volé soit des voitures, soit des mobylettes et qui s'amusent à faire des courses sur ces longues avenues qui irriguent les grands ensembles.
ces longues avenues étant en fait là où passaient les chemins de grue qui assemblaient les grands ensembles. C'est pour ça qu'on a des grandes avenues linéaires. Et donc là, on prend conscience effectivement qu'il y a une vraie difficulté. Il faut quand même savoir que c'est à la fin des années 70, c'est aussi une période assez anxiogène en France. Bon, alors, on voit qu'il y a une montée de l'insécurité en France à la fin des années 70, qui va se traduire d'ailleurs par la création, le vote de la loi Perfit, qu'on va appeler aussi loi anti-casseurs, pas anodin comme titre. Et donc globalement, la banlieue devient une sorte de miroir inversé de la société française, dans laquelle vont se refléter effectivement les peurs françaises. Alors, il y a un autre phénomène qui mérite d'être noté dans les années 90, c'est celui de l'affirmation de l'islam dans les quartiers. Alors, il y a aussi un accroissement de l'immigration. L'immigration est un phénomène ancien, on le voyait avant la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, mais il y a aussi donc cette montée de l'islam qui est un sujet sensible forcément, mais que vous n'éludez pas. Selon vous, quelle place est-ce que ce phénomène occupe dans le devenir des banlieues dites populaires ? Bon, je pense que c'est Qu'est-ce qu'il vient remplacer ? Alors, en fait, je pense que c'est une question qui a été trop longtemps, non traitée, en particulier par les historiens, et je me mets dedans, alors que c'est une question fondamentale pour. Mais c'est pour ça que je vous la pose, parce qu'en plus vous la traitez dans le livre. Effectivement, aujourd'hui, mais il faut en parler, je dirais, de manière dépassionnée et surtout désidéologisée dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que à la fin des années 60, les pouvoirs publics vont opérer effectivement un recentrage de la politique des grands ensembles. Je vous fais simple comme schéma, mais en gros, le schéma qui va être développé à la fin des années 60, c'est de dire on a globalement résolu, comme je vous le disais, la crise du logement, mais il nous reste à traiter, d'une part, la question des bidonvilles. Je rappelle quand même que le bidonville de Nanterre, c'est plus de 10 000 personnes quand même, essentiellement des immigrés venus à la demande de la France pour travailler, notamment sur le chantier des grands ensembles. Et la deuxième question à traiter, c'est la résorption de l'habitat insalubre. Donc, dans l'esprit des hauts fonctionnaires, c'était relativement facile à gérer, c'est-à-dire que c'était un jeu de dominos. On faisait sortir les classes modestes, mais salariés, pour eux essentiellement d'origine française, on les sortait des grands ensembles et ils partaient dans le pavillonnaire, en particulier grâce à l'accession sociale à la propriété. Les grands ensembles étant devenus, pour une partie d'entre eux, disponibles, eh bien, on y fait rentrer les immigrés qui vivaient encore dans les bidonvilles et dans l'habitat insalubre. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Bon, sauf que en réalité, les choses ne sont pas tout à fait passées comme cela. C'est-à-dire que d'une part, en fait, c'est le taux de vacances qui a déterminé l'installation de ces populations d'origine immigrée. Là aussi, pour faire simple, on a mis les immigrés là où c'était les moins demandés comme logement. Dans un cadre bâti qui commençait à avoir des difficultés, donc ils arrivent au moment où la vie sociale, elle s'étiole, comme on l'a vu, et que d'autre part, les premières difficultés en termes de dysfonctionnement du cadre bâti apparaissent. Bon. Et puis, deuxième raison, c'est qu'il y a la crise économique. Or, ces grands ensembles avaient été pensés par le commissariat général au plan notamment comme véritablement des lieux d'implantation en fonction de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on installait ces grands ensembles là où il y avait une demande de logement parce qu'il y avait un foyer économique à côté. Et donc, quand l'industrie, notamment automobile, a commencé à connaître des difficultés, en fait, ce sont les cités aux alentours qui ont été, entre guillemets, contaminées par le taux de chômage. Prenez Trappes, par exemple, qui avait été construite, les cités de Trappes avaient été construites pour permettre aux immigrés qui travaillaient notamment dans les usines automobiles toutes proches d'avoir un logement. Quand on commence à développer des politiques de lutte contre le chômage, on licencie qui ? On licencie d'abord les ouvriers spécialisés, les fameux OS, qui sont en partie immigrés. Et donc, on voit que ces gens se retrouvent au chômage dans des cités qui craquent d'un peu partout. Donc, vous voyez, le cercle vertueux se transforme en cercle vicieux. Et ce que l'on constate également, c'est que on va passer dans ces années 70 d'une politique, en gros, d'ouvriers venus travailler en France à une politique véritablement familiale, de regroupement familial. Bien. Et donc, les besoins sociaux et religieux sont plus tout à fait les mêmes. Donc, on voit qu'il y a globalement début de demande de lieux de culte pour les musulmans. Et alors, les lieux de culte dans les années 70 sont quasiment inexistants en France. On cite évidemment toujours la grande mosquée de Paris, mais enfin bon, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Donc, cette question religieuse, de demande religieuse, va s'accentuer avec les années 80. Et je pense qu'il y a aussi
un élément qu'il faut prendre en compte, c'est, il faut le dire clairement, la promesse non tenue envers la deuxième génération, donc en gros des gens d'origine immigrée qui sont nés dans les années 60, qui se sont notamment exprimés au moment de la marche pour l'égalité et contre le racisme, la fameuse marche qu'on a caricaturée sous le terme de marche des beurs, qui aura lieu en 83, et les promesses de l'État français ne sont pas à la hauteur de leurs demandes. Bien. Et donc on peut penser que après cette date, je pense qu'il y a un début de divorce qui va s'opérer, et certains de ces jeunes qui avaient cru dans les promesses de la République vont se tourner vers l'islam. Et d'ailleurs, l'un des premiers à avoir pointé la question, c'est Gilles Kepel, qui va écrire, me semble-t-il, en 87, un ouvrage qui s'appelle Les banlieues de l'islam, et qui montre comment le sentiment religieux va se développer dans un certain nombre de banlieues. Et il y a aussi une autre raison qu'il faut, je pense, aussi tout à fait aborder de manière à la fois rigoureuse mais sereine, c'est que l'argent public se faisant de plus en plus rare, un certain nombre de structures à vocation sociale ou à vocation d'éducation populaire vont disparaître et vont être remplacées par des imams, et donc la mosquée devient une sorte de lieu aussi, entre guillemets, socio-éducatif, avec les dérapages parfois que l'on connaît. Oui, en tout cas, je signale vraiment que vous abordez, ces thèmes de manière tout à fait dépassionnée. Vous revenez par exemple sur les événements de Clichy-sous-Bois en 2005 et vous ne cherchez pas à opposer les 2 explications qui seraient d'une part, ethniques et religieuses et de l'autre côté sociales. Enfin évidemment les 2 sont entremêlés. Vous avez employé le mot de divorce et ça peut renvoyer aussi à l'expression territoire perdu de la République. Et dans de nouveaux termes qui ont surgi pour qualifier les banlieues, on désigne parfois ces endroits comme des ghettos. Mais là aussi, vous parlez de ça, c'est quelque chose de très très différent aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quelle serait la différence entre les banlieues françaises et les ghettos américains? Moi, je dis toujours aux étudiants, vous savez, on est quand même dans une période un peu de brutalisation intellectuelle, ou plutôt pseudo-intellectuelle, où c'est celui qui va sortir les plus grosses énormités qui va se faire entendre. J'ai toujours tendance à dire aux étudiants, vous savez, l'histoire, elle est ni noire ni blanche, sans mauvais jeu de mots, elle est plutôt grise. Et en fait, tout se joue dans le nuancier du gris. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire serait simple si effectivement elle était unicausale. Mais elle n'est pas unicausale. Ça fait aussi le sucre, ou le sucre plutôt, du métier d'historien, c'est de tenter effectivement d'évaluer le nuancier du gris dont je parlais. Et vous citiez effectivement les émeutes de 2005. Voilà, je pense, en tant qu'historien, que ce n'était ni des émeutes effectivement certains ont qualifié de voyous immigrés, ni à contrario d'une révolte politique. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'en 2023, on a retrouvé également cette double approche. Et c'est très compliqué évidemment de détacher l'un de l'autre, mais on voit quand même des mouvements de fond se dessiner. Moi, j'étais très frappé, j'en parle dans le livre, que par exemple dès le début des années 90, on va employer par exemple le terme d'intifada des banlieues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, dans mon point de vue, on va se chercher, quand je dis on, c'est plutôt les jeunes qui vivent dans ces banlieues, on va se chercher des modèles en dehors de la France. Bon. Et vous avez, par exemple, moi, ça m'a beaucoup troublé quand j'ai lu ça. Il y a par exemple des explications, alors qui valent ce qu'elles veulent, mais je pense que le symbole est fort, où on explique que, par exemple, les jeunes des banlieues sont en réalité les Palestiniens de l'intérieur et que la police se trouve être en gros l'incarnation d'Israël et de ses moyens coercitifs. Oui, il y a comme ça toute une nouvelle lecture qui va se développer à partir du début des années 90 et qui quelque part remettent un peu ces banlieues ex-ouvrières, ex-industrielles dans un jeu de mondialisation. Voilà, ça me paraît être quand même quelque chose d'assez important à souligner. Quand on parle de la banlieue depuis les années 90, on a une image qui est plutôt négative, qui apparaît un rejet croissant de cette banlieue, une ségrégation. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs positifs de la banlieue ces dernières années et oui, est-ce que vous voyez des atouts pour l'avenir? On peut pas dire que tout va mal en banlieue ou au contraire que tout va bien. Encore une fois, on revient sur le début de notre échange. Une banlieue, des banlieues. Je vais prendre un département qui est vraiment très très emblématique précisément de cette singularité banlieusarde, la Seine-Saint-Denis.
Vous avez affaire, le président du conseil départemental le répète à l'envi, vous avez l'un des départements, si ce n'est le plus pauvre de France. Ce qui est sans doute avéré au regard notamment des dépenses sociales générées par le département. Et en même temps, c'est un département qui est extrêmement vivant, qui possède un certain nombre de grands équipements sur son territoire. Je pense notamment au Grand Stade, je pense au campus Condorcet. Vous savez, je travaille actuellement avec le comité d'histoire de la politique de la ville qui a ses bureaux précisément au campus Condorcet. À Aubervilliers, c'est ça? À haut lieu de la mémoire banlieusarde ouvrière. On est pas très loin de Saint-Denis non plus. Or, si vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous êtes à peine, la Courneuve, où je me suis rendu pour mon livre sur l'enfant de la Courneuve à plusieurs reprises, vous êtes à 7 minutes de Paris. 7 minutes de Paris. Il y a un aéroport qui s'appelle Roissy, qui est l'un des plus grands aéroports européens. Donc c'est un département à la fois très pauvre, mais en même temps qui a un potentiel fantastique. De ce point de vue-là, faut attention à ne pas caricaturer ces banlieues post-industrielles parce que elles sont, je pense, effectivement en proie à un certain nombre de difficultés qu'on ne va pas nier, évidemment, mais qui en même temps ont un potentiel. Et alors, c'est assez rare en ce moment, mais je voudrais quand même ici rendre hommage à une phrase d'Emmanuel Macron. Alors malheureusement, elle n'a pas été suivie des faits, mais qui en 2017 disait que la Seine-Saint-Denis, c'était la Californie sans la mer. Bon, tout le monde s'est aride de cette formule, mais en fait, elle n'était pas si bête que ça, parce que qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que à la banlieue, la Seine-Saint-Denis en l'occurrence, soit dit en passant, c'est le territoire où il a lancé officiellement sa candidature en 2017, donc il y avait quand même un message politique derrière. Eh bien, c'était de dire qu'au fond, elle pouvait, cette Seine-Saint-Denis, par son implantation géographique que je viens de rappeler, avoir un potentiel de développement extraordinairement important. Et c'est vrai que quand vous regardez dans les territoires de banlieue, vous avez beaucoup d'auto-entrepreneurs, de gens plutôt jeunes, qui, par exemple, disent du business, mais dans le bon sens du terme, du commerce avec beaucoup de pays africains, par exemple. Donc, il y a vraiment un gisement d'énergie dans ces banlieues, peut-être qu'on n'exploite pas assez. Un dernier mot peut-être, Thibaut Tellier, sur la représentation de la banlieue dans la culture, parce que ça aussi, vous y faites allusion. Il y a la littérature tout d'abord. Vous racontez notamment les descriptions de Louis-Ferdinand Céline, c'est les descriptions de Courbevoie qu'il fait, c'est la ville des Hauts-de-Seine où il est né, et aussi le cinéma avec le film La haine de Mathieu Kassovitz, mais qui date déjà de 1995. Est-ce que dans les romans et les films plus récents, est-ce que certains vous ont marqué, qui reflètent peut-être plus fidèlement l'état de la banlieue aujourd'hui que ces productions déjà un peu ancienne. Effectivement, je pense que le prisme du cinéma est totalement prioritaire pour comprendre, j'en parle un peu, les évolutions en termes de représentation socioculturelle de la banlieue. Quand vous regardez par exemple le film qui doit être de 85 de mémoire, qui s'appelle Le thé au harem d'Archimède, qui montre encore des jeunes, bon ils sont un peu bruyants, ils font un peu de mauvais coups, mais globalement ça reste quand même relativement acceptable. Et 10 ans à peine plus tard, vous allez avoir La haine que vous citiez de Mathieu Kassovitz. On voit l'évolution de ces jeunes de banlieue. Voilà. Alors après, dans les films les plus récents, mais ça mériterait, je pense, là pour le coup, une autre émission, c'est les films de Lajli, par exemple, qui donnent à voir, je pense à Bâtiment 5, par exemple, une vision de la banlieue, que je partage pas forcément, mais qui mériterait, je pense effectivement des échanges tout à fait intéressants parce que on a l'impression parfois au travers de la manière dont ils filment la banlieue que les pouvoirs publics, par exemple, sont totalement absents de ces banlieues, puis sur un peu, alors peut-être qu'ils seraient pas d'accord avec ma formulation, mais un peu à tendance communautariste. Voilà. Donc vous voyez, tout ça me semble tout à fait intéressant. Il y a un film aussi qui m'avait assez intéressant. Alors, malheureusement, je m'excuse, mais je me souviens plus du titre exact. C'est un film avec Isabelle Huppert, où elle incarnait une maire de banlieue confrontée à une question de destruction de bâtiments. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant parce que ça confronte effectivement le point de vue de l'habitant et le point de vue des pouvoirs publics et la nécessaire conciliation finalement entre les deux. Et à l'heure où l'ANRU est dans sa deuxième programmation, je pense que c'est un film qui peut tout à fait éclairer les débats sur la réalité à la fois économique, sociale, culturelle de la banlieue.
Oui, Il me je semble pense qu'il que y a Promesse c'est Les dedans. Promesses, non, Non, et je ce pense film? que C'est ça. Une dernière question. Alors vous êtes historien, c'est un livre d'histoire, on l'a dit, mais dans ma librairie habituelle, je l'ai trouvé au rayon sociologie. Alors est-ce que c'est une mésaventure qui alors, vous arrive souvent? Est-ce que ça c'est vous drôle que vous énerve? me posiez la question parce que l'un de mes exercices préférés quand je suis sur Paris et que je me balade, c'est de rentrer dans la première librairie que je rencontre et de leur dire bonjour, est-ce que vous avez le livre? Alors c'est un peu compliqué parce que c'est mon propre livre, donc je suis obligé d'avouer à la fin que non, je vais pas l'acheter parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais justement pour voir ça. Et c'est assez amusant de voir qu'effectivement, selon les librairies, il est soit rangé en histoire, ou de mon point de vue, il doit être, ou il est rangé en sociologie, ce qui me dérange un peu parce que c'est pas un livre de sociologie. Je pense qu'il faut, voilà, chacun a sa propre discipline. Alors ça n'empêche pas, je pense quand même un peu comme fait Gérard Noiriel, de la socio-histoire. Mais je pense, voilà, c'est quand même écrit sur la couverture, c'est bien une histoire de la banlieue. C'est-à-dire ce que j'ai voulu faire, c'est évidemment, sans me priver des ressorts sociologiques, de m'interroger sur cette construction sociopolitique de la banlieue au travers quand même de plus d'un siècle d'existence, puisque je remonte quand même à la fin du 19e siècle. Donc c'est un objet d'histoire. Eh bien, Thibaut Tellier, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle le titre du livre, Histoire de la banlieue, c'est paru aux éditions Perrin. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous laisse avec le reste de la programmation d'Aligre FM. Merci. Merci.